surprised. Bonjour, je suis le professeur Chabert et je vais vous parler du magma. Le magma est de la roche en fusion contenant des gaz dissous. Il se forme à très haute température et sous haute pression par fusion partielle de la croûte terrestre ou du manteau. Le magma, moins dense que la roche solide de la lithosphère, est entraîné vers le haut par... En effet, Magma, c'est avant tout le groupe français créateur de la musique des forces de l'univers, ou plus communément appelé Zeul. Fondé en 1969 à Paris par Christian Vander, le groupe et ses compositions, de prime abord semblaient difficiles d'accès, a su s'attirer une fanbase solide et fidèle, comptant parmi ses membres des personnalités importantes du macrocosme musical tels que Johnny Rotten, Steven Wilson, Christopher Rigg ou encore Philippe Manœuvre. C'est au Triton, QG de la scène Zeul française et internationale, que nous avons rencontré l'homme qui porte à bout de bras ce projet depuis plus de 40 ans. Ok, on est parti. Christian Vander, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de l'actualité de Magma en ce moment ? L'actualité de Magma, on est actuellement au Triton pour faire une série de concerts sur une semaine. Et c'est très bien, c'est complet. Archi complet. J'ai même un ami qui n'a pas pu rentrer ce soir. Voilà. Sinon, on a sorti un disque il y a quelques temps qui s'appelle Felicitétos, qui est le dernier album de Magma. Et pour une fois, je dirais, s'il y avait un album à conseiller, je conseillerais celui-là. Parce que souvent, on me demande, ceux qui ne connaissent pas me demandent, mais qu'est-ce que vous conseillez à écouter pour la première fois ? Et franchement, c'est vrai qu'il y a énormément de choses. Et Félicité, c'est un peu, j'avais dit, une sorte, je dirais, c'est un grand mot peut-être, mais la quintessence de toutes les jolies mélodies Magma rassemblées. Donc, il fait un peu l'unanimité. D'accord. Et c'est un endroit important pour vous, le Triton ? C'est un très bon endroit. Ça nous permet de... les gens du Triton nous permettent de faire des expériences ici. C'est-à-dire qu'on peut expérimenter donc les nouvelles choses. Et un peu aujourd'hui, on est un peu comme en famille, voilà. C'est-à-dire qu'on a de belles loges, ce qui est quand même rare pour un club. Ils ont fait vraiment des efforts sur loges. En général, il suffit de voir des clubs, ou voir certains clubs de jazz, pas citer les noms, mais c'est l'envers du décor dans le mauvais sens du terme. Que là, on est en famille, je dirais, voilà, encore une fois. Tout est possible, tout est permis, à la fois. Toutes les expériences possibles. Alors, ça nous permet de rôder certains morceaux en vue de soit disque ou futur concert. D'accord. Est-ce que vous pouvez me parler un peu du concept et de l'esprit de Magma alors ? C'est un roman, mais bon, presque. L'idée, on pourrait presque appeler ça, c'était une utopie, mais avec un ami, un jour, on trouvait le monde très difficile, le monde dans lequel on vivait, donc on a transposé, on a appelé la Terre Cobaya. Mais le Cobaya, c'est-à-dire, comme disait mon copain, c'est peut-être la Terre sans les cons. Donc voilà pour utiliser la phrase, Laurent. Et on a vraiment imaginé autre chose. Donc de là, toute une histoire, pseudo-science-fiction, je ne suis pas trop science-fiction, l'air de rien, départ sur la planète Cobaya, etc. Tout ça. Mais en fait, non, c'est en fait une introspection. C'est un travail intérieur qui date depuis donc, 1969. Je parle pour moi. Hein. Oui. Donc on apprend tous les jours, que ce soit par le vécu, par la musique, ce qu'elle nous donne, ce qu'on lui rend ou ce qu'elle nous rend. Donc c'est à étage, c'est un travail à étage, je dirais. Il y a un exemple que je pourrais donner, c'est à chaque moment de sa vie, on peut écouter la musique aussi différemment, selon le degré de la musique. Par exemple, si on prenait l'exemple d'une statuette, ou une statuette égyptienne par exemple, on pourrait constater, dire, bon c'est une belle statuette, contempler, admirer ses proportions, en deuxième degré et troisième degré, il y en a peut-être bien d'autres, entrer en vibration avec la statuette. Et c'est pourtant la même. Donc c'est un peu ça. Certains musiciens que j'écoutais à une certaine époque, j'avais l'impression de comprendre. Plus le temps passe, c'est le niveau de ces maestros, plus on entre de plus en plus dans la musique, on comprend mieux les mouvements, les sens de la musique. Donc on en découvre tous les jours. Plus on apprend, plus on découvre, c'est clair. Et pourtant, ça semble la même musique. En parlant de groupe et de planète, vous partagez quelques concepts avec un groupe que je pense que vous connaissez bien, qui s'appelle Gong. Est-ce que vous pouvez me donner votre point de vue sur Gong ?
Écoutez, franchement, bon, c'est une musique que je ne connais pas, étonnamment, pas trop. Et je pense que c'est pas aux antipodes de Magma, c'est pas tout à fait le mot, mais c'est très très différent. Il faut pas amalgamer du fait que dans les années 70, il y avait tel groupe et tel groupe. Pourquoi pas, on m'a demandé récemment, connais-tu King Crimson? Et j'ai répondu non. Ça a choqué. Mais je pourrais demander à quelqu'un, connais-tu Out of This World de John Coltrane? Lui, il m'a dit, mais il vit dans son île, le gars. Pas du tout. J'écoutais autre chose, même du classique. Et on serait étonné de savoir, c'est important, le nombre de musiciens, dits rock, metal ou autres, qui écoutent autre chose que ça. Ils ont peut-être choisi de faire ça par goût, mais en réalité, ils s'informent, ils découvrent, ils ont les oreilles grandes ouvertes à chercher. Même Miles Davis disait, moi j'écoute Debussy, voilà. Et une petite anecdote, au cas où je peux raconter. Quand j'avais 15-16 ans, j'avais un copain qui était fou, fan d'un guitariste très connu aujourd'hui, Eric Clapton. Je pense qu'un bon guitariste, tout guitariste ou musicien doit connaître. Et il s'est vertueux à vouloir me faire écouter Clapton. Et moi je disais, oui, c'est bien, il a un beau son, mais au bout de quelques mesures, je me lasse un peu. Parce que moi j'écoutais excessivement de musique de jazz, notamment donc le grand saxophoniste John Coltrane. Et lui me disait, mais John Coltrane, c'est intellectuel, c'est ça, Clapton, écoute, c'est limpide. Ok. Et puis, je dirais une dizaine d'années plus tard, avec Magma, nous jouions en Angleterre, et Clapton aimait beaucoup cette musique. Et il était sur scène, on m'a dit, Eric Clapton est sur scène, il voudrait te saluer. Donc j'ai dit, avec plaisir. Donc je vais voir Eric Clapton des années plus tard, donc, et enchanté, blabla. Et je lui dis, mais il y a un truc qui me tracasse depuis longtemps. Mais à l'époque de Fresh Cream, dont c'était son premier disque, qu'est-ce que tu écoutais comme musique? Et il me dit, moi, John Coltrane. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est un peu... Ici, en France, malheureusement, les gars qui jouent du rock, metal ou autre, écoutent que ça. Qu'en Angleterre, aux États-Unis, c'est pas du tout pareil. Ou dans d'autres pays. Les gars sont assez éclectiques, écoutent énormément de choses, s'enrichissent de toutes parts. Et ça, c'est un peu l'idée. Moi, j'aime beaucoup le jazz, mais j'écoute énormément de choses. Beaucoup de classiques aussi, qui ne m'empêchent pas d'écouter certaines musiques actuelles du tout. D'ailleurs, j'ai l'occasion avec mes copains. En parlant de John Coltrane, justement, quand on a parlé avec David Allen de Gong et qui nous a dit qu'il était allé à l'église de Coltrane aux États-Unis. Est-ce que vous y êtes allé? Non, mais j'ai écouté leur concert. Je suis allé à un de leurs concerts qu'ils ont donné à Paris, l'église Saint-John. Je cache pas que Alice Coltrane, la femme de John Coltrane, n'était pas tout à fait en accord avec ce... Voilà. Et je suis allé, j'étais, j'avoue, un peu déçu. Je trouvais quand même intolérable de voir des gars... Ce n'est pas un jeu. Ils pouvaient très bien réciter des prières, faire quelque chose, de dire des poèmes sur John. Mais de là à jouer faux, c'était un peu grand guignolesque, voilà, je dirais. D'accord. Je suis désolé de dire ça. Depuis, j'étais un des premiers à défendre l'église Saint-Jean. C'était normal, on trouvait. J'ai dit, ah oui, il est très proche d'un saint. D'ailleurs, Elvin Jones, son batteur, a dit c'est un ange qui est venu sur la terre. Contrairement à l'autre batteur qui a joué avec Coltrane, quand Elvin Jones n'était pas toujours là, ce qui est pour certaines raisons, qui disait jouer avec John Coltrane était un merveilleux cauchemar. Roy Haynes. D'accord. Est-ce qu'il y aurait un instrument dont vous auriez rêvé jouer, que vous n'avez jamais concrétisé? C'est peut-être un peu le rêve d'un peu tous les batteurs. En fait, j'aurais aimé jouer la basse, comme je la sens. Là, bon, je compose des choses pour la basse, mais jouer la basse, ça m'aurait plu. La guitare, pas trop. J'aime l'écouter, mais jouer, non. C'est pas mon truc. Sinon, évidemment, le saxophone. Vraiment, tout le monde va nous dire le saxophone, je pense. Ouais, je pense. Mais ça fascine. je sais pourquoi. Parce qu'au début de Magma, on manquait cruellement de saxophone, ici. Et moi, fou de Coltrane, je disais à tous les gars qui me disaient j'adore la musique, qu'est-ce que tu me conseilles comme instrument? Je disais toujours le saxophone. Mais bon, c'est vrai que c'est extraordinaire. Bon, moi je travaille beaucoup la voix, je pense que c'est un bel instrument aussi.
c'est magique. John Coltrane, d'ailleurs, voulait jouer comme un chanteur. C'était son rêve. Je crois qu'il est parvenu. Mon morceau préféré de Magma se trouve dans votre album Oudou Voodoo et il s'appelle De Futura. Je sais, c'est pas très, ça sort pas de l'ordinaire, mais pour les fans de Magma. Mais bon, est-ce que vous pourriez me parler un peu de ce morceau? Ben, je pourrais pas aussi bien en parler que Yannick Top, qui est le compositeur. À mon avis, bon, moi c'est un morceau que j'aime beaucoup aussi, mais ce n'est pas mon préféré. Mais peut-être pas pour l'écouter, pour jouer c'est difficile. C'est un morceau difficile à jouer quand à un seul batteur. Parce qu'il y a deux choses qui se passent à l'intérieur. C'est un mouvement qui est très, entre guillemets, planté un peu. Et on a envie d'un autre côté de mouvement également pour déhancher un peu cette musique qui est très rigide en fait d'une certaine manière. Ça c'est l'idée Yannick, hein, qui joue beaucoup avec des clics, tout ça. Bon, c'est vraiment clac, clac, clac. Et moi j'aime beaucoup les mouvements. Donc j'ai besoin d'une musique où on puisse respirer. Ça fait respirer. Rien n'est droit, rien n'est égal. Donc ça on le sait un peu dans la vie. Et c'est de cette manière dont je travaille. Donc pour moi c'est un peu la rigueur extrême. Mais c'est un morceau plus agréable à écouter qu'à jouer, voilà, je dirais. D'accord, je vous remercie. Vous avez deux super, enfin vous en avez plusieurs de musiciens, mais vous avez deux super musiciens dans votre entourage qui s'appellent James McGough et Philippe Bussonnet. J'aimerais savoir comment vous les avez rencontrés. Je crois que, comme beaucoup de musiciens de Magma, on les a rencontrés parce que ce sont des gens qui aiment cette musique. C'est primordial, parce que je crois qu'il faut s'investir vraiment à fond, on ne peut pas tricher. Donc, ça fait déjà un petit moment qu'on travaille ensemble, ça passe vite. Quand on a reformé le groupe en 96, je dirais le groupe était en attente. Magma n'a jamais stoppé, si on veut. Mais on manquait de travail. Donc on a fait tout un passage offering, voix, piano, enfin plus acoustique. Et on a eu une demande pour Magma. Un ami m'a proposé une quinzaine de concerts. Il me dit, si je te trouve une quinzaine, une vingtaine de concerts, est-ce que tu remontes un groupe? Je fais pas de problème. Mais j'avoue que j'y croyais à moitié. Et un mois avant, il me dit, ça y est, j'ai les 20 concerts, j'ai les 20 dates. Et tu as le groupe? Je dis, oui, bien sûr. Et là, j'ai appelé tous les copains que je connaissais qui étaient dans la mouvance de la chose. Et donc Bubu s'est proposé, James, et voilà, on se connaissait d'avant, bien sûr, mais voilà, c'est de cette manière. Ça s'est passé de la même manière avec Dizzy Lockwood. Et voilà. D'accord, merci beaucoup. Beaucoup de musiciens veulent revenir à un son un peu vintage, plus ou moins organique. Vous-même, on a un vibraphone, on a un Rhodes. Qu'est-ce que vous pensez, avec tout ce que vous avez connu, vu, de l'évolution des techniques, pas des techniques d'enregistrement, mais côté matériel un peu? Qu'est-ce que vous... C'est compliqué. Je pense qu'avec quel que soit le matériel, si on a quelque chose à raconter, si on a de la musique, on peut faire la musique avec tout, avec n'importe quoi, avec une fourchette sur un radiateur. Je sais pas, je dis ça parce qu'un gars que je connais, un saxophoniste, avait composé un morceau sur un radiateur avec une baguette. Mais je pense que c'est le problème de savoir si on a quelque chose à dire ou non. Et il y a une chose qui s'est passée, bon, c'est une parenthèse, mais les conservatoires ont beaucoup abîmé les jeunes gars la fraîcheur. Les gars ont peur soit de briser le son, soit de faire la fausse note, la blue note. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, ils ne prennent pas le risque suffisant. Dans la composition, c'est pareil. Il y a une dose de risque. On est sur la corde. Il faut... L'important, c'est ce qu'on a à dire, je crois. Je crois que c'est surtout ça. Sinon, on dira oui, c'est bien fait, mais le frisson, puis la vibration. Non, c'est compliqué. Mettons que je pars du principe que si j'étais dans une forêt, je pourrais toujours jouer de la musique, sans électricité. C'est un beau principe. Oui. Pour revenir un peu sur les concerts, quel est votre meilleur souvenir de concert? C'est une bonne question, mais Ou de tournée, hein. Oh, il y a eu des tournées toujours avec d'excellents musiciens, de formation extraordinaire.
Mais j'ai un souvenir d'un concert avec Yannick Top et que je cherche. Je sais qu'il a été enregistré. C'était à Colmar en 1974, sur l'automne 74, je crois. C'était un de ses derniers concerts avant qu'il quitte le groupe. Et là, c'était incroyable. Le pianiste qui jouait un petit peu des sons trafiqués ou un peu synthés à l'époque venait de quitter. Et le soir suivant ou 2 soirs après, quand on a attaqué le concert, j'entendais toujours les mêmes mélodies comme si le pianiste n'était pas parti. Et Yannick jouait les mélodies plus la ligne de basse. Ça, je dis, là, il y a un problème quand même. C'était presque fou, enfin, j'ai dit inconcevable. Et on a une trace de cette époque-là. Et d'ailleurs, c'est un concert qu'on aimerait sortir, qui était à Chaumont. Je dis même la date, je pense que c'était le 30 mai 1974. Et là, on entend le Yannick déjanté. Je lui dis, celui qui croit connaître Yannick l'entendra dans cette chose. Il n'a jamais entendu. Et ça ne faisait que commencer. Et alors, votre pire souvenir? Bon, là, le pire souvenir, ça peut être la méforme, manque d'inspiration. Bon, les galères, ça, c'est pire, c'était pire tous les jours. Donc, il fallait... dans ces années-là, de 72-73, il n'y avait pas d'autoroute. On pouvait faire très bien... le gars faisait sur papier les tournées. Nice-Calais, pas de problème. Donc des 14 heures de camion, pas de resto-route, pas de machin. Il fallait faire un peu d'humour. Moi, je disais, quelqu'un veut un sandwich, jambon on me demandait, tu as pas fromage plutôt? Puis après, je disais, c'est une blague. Tout le monde voulait me tomber dessus, mais je disais, mais c'est pareil pour moi, les gars. J'ai rien à boire, j'ai pas... C'était un peu des galères quand même, des galères. Mais ça muscle. Je veux dire, on jouait jusqu'à 20-25 concerts par mois, dans des conditions extrêmes. Véritablement, quelquefois, je ne pouvais même plus friser, faire un roulement, tellement les... Mais l'énergie était toujours, on donnait tout. Moi, j'étais filiforme, j'avais tout perdu, j'avais plus que les muscles, plus de... Vraiment, c'était... C'est ça, les galères. Sinon, les concerts, ça a toujours été un plaisir pour moi. Ma vie est vraiment sur scène. Et puis, il faut un peu de temps pour la composition, bien sûr, pour se ressourcer. Mais non, je n'ai pas de mauvais souvenirs. Il y a eu des méformes, voilà. Je parle aussi général du groupe Fatigue. J'ai un souvenir en Angleterre, un concert, justement, où on a ralenti les tempi. Et la ville s'appelait Slow. Donc je dis, oui, pas de hasard. Yannick me disait, je n'arrive même plus à lever le pied pour battre la mesure. C'était quand même la grande fatigue. Sinon, non, c'est toujours un plaisir. Il faut se préparer toute la journée pour être en musique. Et surtout pas chercher à la faire. C'est très important parce que la faire, c'est comme donner un coup d'épée dans l'eau. Mais la musique appelle et on répond. Et là, la fatigue est bien moindre. On pose à l'intérieur de la musique. Même si le geste semble donner, il y a toujours une sorte de moelleux à l'intérieur. Même si ça heurte quelquefois très violemment, mais il y a toujours cette douceur. Ou voir le peut-être, qui est important aussi. Prêt à changer de direction tout de suite. Super, bah merci beaucoup. Une des dernières questions, c'est un peu une tradition maintenant, c'est la question débile. Désolé. Ça va pas être dur alors. Non, ça va pas être dur. Ça va pas être dur. Bon, est-ce que vous aimez les vidéos d'Haroun Tazieff? Ou est-ce que ça vous a inspiré pour le nom du groupe peut-être? Ah, pas du tout. Non, mais alors, j'ai pas dit que je n'aimais pas les vidéos d'Haroun Tazieff. J'aime bien les couleurs. Bon. Mais non, en fait, finalement, ça correspond bien à un travail intérieur. L'intérieur vers l'extérieur, finalement, l'évoquant la lave. Mais je l'ai trouvé instinctivement. J'avais composé un thème très jeune, quand j'avais 15-16 ans, qui s'appelait Nogma. Ah, je peux raconter encore une anecdote, peut-être? Mais bien sûr. Le nom a été trouvé, mais le groupe était prêt, en quelque sorte, et on avait envie d'en découdre. C'est-à-dire se montrer, faire voir aux autres gars qui étaient sur place, faire voir ce qu'on était capable de faire. Donc, il y a un club très connu à l'époque qui s'appelait le Rock'n'Roll Circus, où gravitaient tous les groupes de l'époque, assez connus. Nous, on savait qu'il se passait quelque chose qui rôdait, comme on disait à l'époque. Donc, on est arrivé au club pour jouer. Donc, j'ai sonné, c'était un club privé, la fille a ouvert la petite fenêtre, me dit oui, c'est pourquoi. Je dis écoutez, on est un groupe, on voudrait faire le bœuf.
Ah oui, vous appelez comment? Si le groupe n'a pas de nom. Pas de nom, ben vous pouvez pas jouer alors. Bon, alors là je suis allé au café du coin, je me rappelle, j'ai commandé une limonade. J'ai dit là il va falloir réfléchir intensément parce que je sens que ça va être important, on va mettre un coup fort. Parce que j'étais sûr de ça. Et je cherchais en moi, les choses remontaient jusqu'à Nogma qui est revenu. J'ai dit non, Nogma, non, c'est pas assez plein. Magma, oui, magma, c'est un son. Mais je pensais magma au son volcan et non pas un magma de choses. Véritablement, le volcan, la lave. Et je suis tout de suite retourné au club, j'ai dit, bien, magma, d'accord, entrez. Et là, on a fait le bœuf. Et il y a un Américain immense, bah, à peu près ils sont toujours immenses en général, qui s'est mis sur une table après le concert et debout sur une table, il a dit « C'est le meilleur groupe du monde ». Ben, c'est exactement ce qu'on attendait. Voilà. Super, merci. Bon, vous parlez français, donc d'habitude on demande aux gens de nous dire un petit mot de français. Là, ça va pas être drôle. Donc, est-ce que vous auriez un petit mot à nous dire dans n'importe quelle langue de votre choix? Bien, merci aux intacts et à vie à mort et après. Super, merci. Ben, pour finir, vous avez 15 secondes pour faire la promo de ce que vous voulez. N'importe quoi. Mais écoutez, étonnamment, je fais quelques concerts solo, piano-voix. Et le public Magma n'est pas vraiment curieux de ce côté. Je trouve étonnant qu'il ne s'intéresse pas à ce que je fais à côté. Alors que je compose la majeure partie des choses, mais en solo, visiblement, ça ne les intéresse pas. On a un mal fou. Quand je fais un concert solo, il y a très peu de gens qui se déplacent. Et des gens me disent après, mais c'est fantastique, il faudrait que tout le monde le sache. Moi, le public Magma n'est pas curieux. J'aimerais qu'il soit un peu plus curieux de cette chose. Parce que c'est quand même le côté intime, tout ce côté qu'on n'entend pas dans Magma, qui est plutôt extraverti, si on peut dire. Et là, tout le côté intérieur, tout ce travail intérieur, ils ne le connaissent pas. Pour moi, il est essentiel. Voilà. C'est peut-être parce que vous êtes trop bon batteur, ça, on retient... Non, mais c'est vrai, mais bon, là, oui, je pourrais préciser que la musique n'est jamais composée autour de la batterie. Je compose les mélodies, en les chantant très souvent, et la batterie passe en dernier. Et il faut toujours que je trouve une place. Il y a même des morceaux comme Félicité où je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais jouer là-dessus? Voilà, je suis servi en dernier, et j'essaie de trouver une place. C'est peut-être ce qui fait aussi la particularité, parce qu'en fait, les rythmes, ils sont un peu partout. Qu'ajouter là-dessus? Donc je dois chercher. Et bousculer un peu, créer des mouvements, donc des dissensions, distensions. On finira sur distension alors. Ben, je vous remercie, on va vous laisser parce que vous allez jouer dans pas trop longtemps. Donc, bon, ben, merci beaucoup. Merci, en fonction de futurs concerts solo que je n'ai pas. Mais bon, il faut continuer. Bon, ça a été pour vous? Ah, ben, c'est parfait. Hein. Bien. Parfait. Bon, ben merci à vous.